Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour une belle émission en perspective. C'est un événement sur cette chaîne avec la présence ce soir de Christophe Chalencon. Après plusieurs mois de prison, il revient en plein cœur de ce combat de la résistance. Un combat que l'on sait à la fois usant, passionnant, extrêmement dangereux, inquiétant, mais vraiment galvanisant. Terrorisant pour certains, mais empli d'espérance pour d'autres, surtout quand on a la foi, une foi comme lui, chevillée au corps. Christophe Chalencon n'a absolument peur de rien. Il a payé très cher de sa personne, plusieurs mois durant en détention, plusieurs mois où on a voulu lui retirer en quelque sorte la vie, le supprimer aujourd'hui de ce combat politique. Lui, le symbole des Gilets jaunes du Vaucluse. Les Gilets jaunes dont on salue ici, ce soir, sur cette antenne, le courage et qui nous ont montré la voie pour combattre. Avant que ce mouvement, il faut bien le dire aussi, ne soit infiltré par les mêmes qui pourrissent ce mouvement de la résistance aujourd'hui. Alors, Christophe, avec la foi qui l'habite, a pris cette épreuve carcérale comme une retraite monacale. Nous allons passer plus d'1 heure et demie avec lui. C'est un événement, je le redis. Eh bien, il a choisi en exclusivité la Minute de Ricardo pour livrer ses premières impressions, ses premiers commentaires extrêmement attendus par la France entière. Accroche-toi, je vais vraiment envoyer du lourd ce soir, m'a-t-il prévenu. Alors Christophe, avant que tu nous parles de ton expérience sous les barreaux, de ta vision politique, bien sûr, et de l'avenir que tu peux entrevoir, eh bien, cette première question que tu as voulu que je te pose. Voilà, c'est la seule. Je tiens à dire ça aux téléspectateurs. Christophe, qui es-tu? Christophe, que deviens-tu? Que deviens-tu? C'est simple. Je suis aujourd'hui le 17 novembre 2018. J'ai quitté mon tablier de forge, de forgeron, mais activité que je continue tout de même puisque je ne perçois aucun revenu ou aucune allocation que ce soit. Aujourd'hui, je gagne ma vie par mon travail de forgeron, de bâtisseur, parce que je suis aussi maçon, je suis charpentier, je suis électricien, je suis plombier, donc je suis un bâtisseur. Et ma vie continuera tant que Dieu me prêtera vie dans ce sens-là. Alors, ton combat, il a toujours été un combat pour la justice et contre l'injustice. Tout à fait. Et dans le passé, tu as une expérience à nous raconter en la matière. Oui. Donc, mon expérience, de toute façon, j'ai toujours combattu l'injustice. Et le premier combat que j'ai porté, j'avais 16 ans. Je ne vais pas en faire débat là parce que c'est contre un exploitant agricole qui voulait retirer les terres d'une amie de ma maman. Et donc, à 16 ans, oui, je me suis révolté contre lui et nous avons gagné. Le deuxième combat, ça a été lorsque j'étais à l'époque salarié et mon patron de l'époque a voulu licencier un de mes gars parce que j'étais responsable de site pour faute lourde, faute qu'il n'avait jamais commise. Et alors que j'étais responsable de site, je gagnais bien ma vie à ce moment-là. Je venais d'avoir un fils, mon premier, Sid, et tout fraîchement marié, papa marié. Et donc, je n'ai pas pu me rentrer chez moi quand j'ai appris la nouvelle et me mettre de côté. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit de rentrer dans l'usine et de souder les portes de l'atelier, de l'usine. Et nous avons mangé des sandwichs pendant 3 jours, parce que j'ai demandé la réintégration de ce gars qui n'avait pas commis de faute lourde. Et j'ai fini sur le toit de l'usine avec un contingent de gendarmerie qui est venu me déloger, parce que lui, malheureusement, a baissé pavillon au moment où ça devenait critique et il fallait aller au bout pour que, justement, il soit réintégré. Bon, il a baissé pavillon, mais je comprends, parce que quand vous voyez arriver 30 policiers devant vous, avec des chiens loups et compagnie, bon, il faut être un peu fou, voilà, pour faire face. Et j'ai fait face, je me suis enfermé, je suis monté sur le toit de l'usine jusqu'à 1h du matin, où j'ai demandé, bien entendu,
que la presse vienne pour que le combat soit médiatisé, et chose que j'ai obtenue. Et donc, à 1h, je suis descendu et on m'a mis les bracelets inox. C'est la première fois qu'on me les mettait autour du poignet. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis juré que je ne travaillerai jamais plus pour un patron. Donc, j'ai pris la décision de partir sur mon propre chemin. J'ai eu la chance de rencontrer le frère de celui pour qui je m'étais battu, qui est mon maître en forge, Jean-Claude Prunariti, parce que j'ai eu 3 maîtres dans ma vie. Jean-Claude Prunariti en forge, Michel Jarzinski en taille de pierre, et puis j'en ai eu un tout particulier qui m'a appris une certaine philosophie de la vie. C'est Angel Morsillo, ça a été mon maître d'équitation. C'est lui qui m'a appris que du plus petit palefrenier, c'est-à-dire de l'élève, le maître pouvait apprendre et qu'il fallait rester humble dans la vie. Voilà. Et donc, c'est mes 3 maîtres dont leurs mots ont guidé mon chemin tout au long de ma vie. Voilà. Alors là, tu viens d'effectuer plusieurs mois sous les barreaux. Dans quel état d'esprit es-tu aujourd'hui? Bien, je l'ai dit à la juge qui m'a envoyé, parce qu'au début, c'était 20 mois de prison ferme. 20 mois. Qui a été désavoué en appel par le tribunal de Nîmes, puisque le tribunal de Nîmes a quand même confirmé le fait que j'étais un antisémite par rapport aux propos que je tenais contre les sionistes. Donc, il est évident qu'il ne pouvait pas aller contre tout, parce que malheureusement, le régime politique aujourd'hui est asservi au sionisme. Donc, je ne suis absolument pas antisémite, puisque j'appelle le peuple juif à nous rejoindre, tout comme le peuple musulman. Oui, c'est ça, c'est très important de le souligner. Hein. Tu fais une différenciation et du reste, étymologiquement, elle existe entre les juifs et les sionistes. Hein. Les sionistes, c'est vraiment des radicaux extrêmes. Les sionistes n'ont rien à voir avec les juifs. Les sionistes se servent du bouclier antisémite et de la Shoah pour avancer cachés. Les sionistes sont d'abord Attali, qui est, je veux dire, le représentant suprême en France, le dit lui-même, il est juif et sioniste. Donc, s'il y avait véritablement une corrélation, il n'aurait pas besoin de préciser. Donc, oui, c'est une religion d'un côté et une idéologie en quelque sorte de l'autre. Et l'idéologie politique de l'autre. Voilà, et l'idéologie politique que tu combats. Voilà, d'ailleurs, ce que j'ai dit au tribunal, je dis comment se fait-il que les juifs, aujourd'hui, il y a des juifs, et même en terre d'Israël, qui combattent le sionisme. Donc, sont-ils considérés, pouvons-nous les considérer comme des antisémites? Et même l'antisémitisme n'a rien à voir justement avec le sionisme. Parce que les sémites, ce sont les peuples qui sont nés sur la terre d'Israël. Et on a des musulmans qui sont sémites. Donc, ça n'a rien à voir, c'est tout faux. C'est un détournement de langage et de valeur. Alors, je le disais, tu as passé 7 mois sous les barreaux pour menaces de mort hein, sur les réseaux sociaux à l'encontre du président de la République, du ministre de la Santé et d'une journaliste de la Provence. En tout cas, je dis 7 mois, mais c'est peut-être 6 ou 8. Mais en tous les cas, c'est énorme. Quel que soit le temps passé, c'est énorme. Comment as-tu réussi à tenir en prison dans des conditions qui étaient absolument terribles, puisque tu étais en cellule à 3 et que tu partageais ta cellule avec 2 personnes qui étaient vraiment au profil très spécial, hein, et tu vas nous le dire. Oui, bon, de profil très spécial. Je veux dire, quand tu as, malheureusement, c'est un jeune que je connais qui a eu un acte, c'est un acte criminel, c'est-à-dire donner un coup de couteau à sa compagne, c'est un acte criminel. En plus, un catholique pratiquant, on en a parlé longuement en prison. Je veux dire, tu sais, la folie chez un homme, elle peut arriver, la jalousie, tu ne sais pas comment on pourrait, nous, je ne sais pas, on n'est pas dans la tête de chacun. Après, et l'autre avait carrément tué, lui. Et l'autre a carrément, oui, tué sa femme. Bon, pareil, je pense, un excès de jalousie. Donc oui, j'ai passé 3 mois de prison avec les deux, mais qui m'ont aussi un petit peu expliqué le fonctionnement de la prison et qui m'ont aidé dans les premières semaines, les premiers mois, parce que quand tu arrives en prison le premier mois, tu es tout seul, d'une part, parce qu'il faut se dire que la prison, c'est pas un centre de vacances, hein, et la prison, malheureusement, c'est chacun pour soi, pratiquement. Donc, tu es obligé de te débrouiller.
Et donc, ils m'ont aidé parce que je ne recevais pas le premier mois. Quand tu n'as pas de parloir, tu ne reçois pas de mandat, donc tu ne peux pas cantiner. Et donc, c'est terrible pour ceux déjà qui fument, puisque eux n'ont même pas le droit. Et donc, ils sont obligés d'aller, je te l'avais dit, d'aller quémander une poignée de tabac, une cigarette. Ils payent jusqu'à 50 € le paquet de cigarettes. Hein, ce que exactement. Le paquet de cigarettes dans la prison se négocie 50 €. Voilà, le paquet de tabac, c'est 50 €, alors que il se paye 10 € quand il est cantiné. Voilà. Donc, il y a des gens qui font du business parce qu'il faut savoir que la prison, il y en a qui restent en prison ou qui retournent en prison parce qu'ils gagnent plus leur vie que lorsqu'ils sont dehors. D'accord ? Voilà. Parce qu'il y a du trafic et donc ils gagnent plus leur vie et ils arrivent à faire manger leur famille de l'intérieur de la prison. Voilà. Mais toi, à l'intérieur de ta cellule, donc vous étiez 3 dans une prison qui était vraiment surpeuplée. Hein. Je crois qu'il y avait 800 personnes pour 600 places. 800 places pour plus de 800 détenus. C'est ça. Et donc, tu dormais par terre? Mais le premier temps, oui. Je suis arrivé, la cellule les deux lits étaient occupés, malgré le fait que le jeune que je connaissais de Sceaux m'a offert son lit, c'est-à-dire le lit du dessus. J'ai refusé parce qu'il y avait les photos de sa famille, il y avait toutes ces affaires. Moi, je savais que je venais là j'étais là pour un passage, alors qu'eux étaient là pour beaucoup plus longtemps que moi. Je veux dire, il y a une peine de 16 ans et une peine de 25 ans à effectuer. Donc, c'est pas rien. Et puis moi, je suis venu dans la prison parce que je l'ai voulu. Et ça, les gens, quand je dis ça, ils ouvrent les yeux, ils sont fous. Il est fou, lui. Oui, moi, je l'ai voulu parce que je me suis plongé dans les égouts de la République, dans la fosse septique. Et de ce fait, j'ai trempé ma lame. J'ai fini de tremper la lame là, dans la prison. Je l'ai dit, j'avais forgé pendant des années, toute ma vie. Dieu a forgé une lame. Et ce passage dans la prison a fait que j'ai forgé. Et je vais te garantir que donc, je ne suis plus dans le théâtre, dans l'aspect théâtral, comme je voulais apporter les derniers mois avant mes condamnations. Parce que ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas le Christophe Chalençon. Le Christophe Chalençon, le vrai, il a été reçu à Matignon par Édouard Philippe. Et le vice-premier ministre italien est venu le rencontrer en Montargis. Donc, je veux dire, si j'avais été un fou, comme il le précise, il ne se serait pas déplacé et je ne serais jamais rentré à Matignon. Voilà. Alors, justement, à ce titre, hein, je tiens vraiment à préciser, tu m'as envoyé le document des psychiatres après des analyses qui ont été faites sur toi en prison et on se rend compte que non seulement tu n'es pas fou, bien entendu, et ça, c'est certifié par un rapport médical, mais en plus, tu es spécialement intelligent. On va pouvoir le mesurer pendant 1 an, pendant 1h30. Également, tu as vraiment les pieds sur terre, tu es un idéaliste et tu te bats pour vraiment une belle cause dans une famille qui a toujours été très unie. Donc, il n'y a aucune folie dans tes actes. Tout ce que tu fais est pensé, mesuré, planifié. Et c'est vrai que, comme tu le dis, tu savais que tu n'y échapperais pas à la prison. Pourtant, suite aux propos que tu as pu tenir à l'encontre des 3 personnes visées, il était clair qu'il y aurait un retour de bouclier. Tu l'as payé très, très cher. Cette question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes d'avoir tenu de tels propos? Absolument pas. Absolument pas. Bien au contraire. Et je ne regrette pas parce qu'il n'y a pas eu d'acte derrière. Je n'ai pas enlevé la vie à qui que ce soit. C'était de la provocation, comme Jésus l'a fait lorsqu'il a demandé à ses 2 compagnons de lui fournir des épées. Et quand il y en a eu 2 qui sont arrivés, il a dit stop, ça suffit. Ça a suffi pour le faire condamner, pour dire qu'il était en train de soulever et d'essayer de renverser le pouvoir politique. C'était une provocation, c'est ce que j'ai dit au tribunal. Et la preuve en est que lorsque j'ai fait l'appel à soulèvement armé, la vidéo que j'ai faite, c'est en action de chasse, d'accord? Donc, où j'ai une arme à l'épaule. Et cette arme, malgré les nombreuses perquisitions que j'ai subies, cette arme ne m'a jamais été retirée. C'est ce qu'a dit l'avocat. Comment voulez-vous que ce gars, alors, il y a un problème, c'est que vous n'avez pas peur de son arme à M. Chalençon. Ce n'est pas celle qu'il a à l'épaule. Son arme, c'est l'esprit qu'il porte. Ouais. Voilà. Justement, on va y revenir vraiment dans la deuxième partie de cette émission, hein, sur la foi très forte qui t'habite et l'esprit aujourd'hui qui souhaite nous annihiler. Alors, on va continuer sur vraiment les circonstances en prison parce que les gens qui nous regardent, et nous, on a pensé à toi avec toute l'équipe que je salue de la Minute de Ricardo,
on pensait à toi quasiment tout le temps. Et je pense à Annabelle notamment qui t'a soutenu énormément, à Natacha, Renaud, le doc, Philippe et les autres qui étaient là derrière nous, derrière toi, à penser à toi, à prier pour toi. Comment tu as réussi à tenir finalement? Parce que quand même, même si les gens autour de toi étaient assez compatissants, même s'ils t'ont plutôt bien accueilli, vraiment dans ce milieu-là, tu le disais, au milieu de détenus qui sont ultra violents, en tant que prisonnier politique, on te réserve les pires des conditions, avec des profils des détenus les pires qu'on puisse imaginer. On sait qu'il y a des règlements de compte, on sait qu'il y a du racket sur place. Toi, tu as assisté, tu vas nous en parler du reste, à des viols, à des meurtres, à des suicides. Il y en a eu 3, tu vas nous en parler dans le détail. Comment on fait dans un tel contexte quand même pour tenir? Je n'ai pas assisté personnellement au viol, puisque de toute façon, tu es en cellule. Donc, par contre, j'ai assisté à des bagarres, des lynchages. Donc, ça, oui. Par contre, le viol, il est, comme je te l'ai dit, dans le fait où il y a des gens qui ont des besoins de tabac, de drogue, et donc qui sont prêts à aller à la déchéance la plus totale pour assouvir. Donc, et puis, quand ils tombent avec un co-détenu qui, lui, est un dominant, je veux dire, on est dans la bestialité la plus totale. Et j'appelle. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi? Comment? Concrètement, ça veut dire quoi? Ils te font quoi, par exemple? Tu as des mecs qui peuvent se faire des fellations par obligation pour des pipes, parce qu'ils sont soumis. Et s'ils tombent sur un détenu il peut rester peut-être 2 mois, 3 mois sans se plaindre. Parce que si jamais il se plaint, bien entendu, l'autre risque de partir au cachot. Mais celui qui est encore en prison et qui a pris une condamnation de 7 ou 8 ans, tu m'as compris. Voilà. Donc après, c'est vivre. Voilà. Et tout ça a fait que, je veux dire, j'ai vu quelques commentaires où les gens ils te disent oui, mais s'ils y sont en prison, ils le méritent et c'est trop gentil et compagnie. Oui, c'est bien quand. Mais il y a des personnes, il faut savoir qu'ils sont mis. Mince, ça coupe. Les gens sont mis sous écrou, d'accord, alors qu'ils ne sont pas encore condamnés. Ils vont être condamnés peut-être 4 mois plus tard, ils vont passer en jugement. C'est ça, c'est une maison d'arrêt. Au moment de ce jugement, on va leur dire qu'ils ne sont pas coupables. Ils vont être libérés. Par contre, ils ont passé 4 mois ou 6 mois, 8 mois d'enfer. Voilà. Et ça, il faut le savoir. Donc, on n'est pas en Afrique ou en Amérique du Nord ou Amérique du Sud, pardon, malgré le fait qu'en Amérique du Nord, c'est pas la. On est en France, soi-disant, on est en France, pays des droits de l'homme. Voilà. Donc, quand vous avez des gens comme ça qui se retrouvent, malheureusement, parce qu'il y a eu moi, c'est la première fois que j'allais en prison, mais si tu veux, j'y suis allé volontairement. Et parce que les gens, ils se rendaient compte de ma façon d'être. Moi, c'est vos prières de savoir que dehors, il y avait une masse, parce que je sais qu'il y a une masse, qui pensait à moi chaque jour, qui priait pour moi, qui m'envoyait des courriers. Parfois, je recevais 12, 14, 15 lettres par jour. Donc, tout ça, ça te crée une puissance de feu que vous ne pouvez imaginer. Alors, sachant que moi, je n'en ai pas trop besoin, en plus, je veux dire, tu peux comprendre que j'étais galvanisé. Et en plus de ça, comme à l'intérieur, les gens sont beaucoup plus éveillés que ceux que nous avons dehors, je peux te garantir que lorsqu'ils ont su que Chalençon, le gilet jaune du Vaucluse, rentrait en prison, l'opposant politique qui combat le sionisme, bien entendu et les injustices, bien entendu que j'étais accueilli de manière, même par des surveillants, même par du personnel administratif. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai passé, je n'ai même pas eu le moindre accrochage. Voilà. Je suis parti comme je te l'ai expliqué, moi je partais en randonnée. Bon, là c'est la promenade sur un terrain goudronné qui n'est pas très large. Mais pour moi, je partais en promenade parce que dans ma tête. Dans ton esprit, tu t'évadais, quoi. Tu t'évadais dans ton esprit, quoi. Mais oui, c'est la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit fait que tu n'es pas en cellule. On t'enferme et tu t'effondres si tu n'as pas la force d'esprit. Moi, j'étais en promenade, j'étais dans le Ventoux. Quand je descendais en bas, parce que j'ai une perception de l'homme qui est très affûtée, et je pouvais reconnaître la hyène du loup, du chien qui va suivre, et tout ça fait que j'avais un rapport avec tous les détenus
Après, bien entendu, avec les pointeurs, les pointeurs, ce sont les violeurs. Ils ne sont pas avec nous, d'accord? Mais moi, l'opposant politique, j'étais avec la grande criminalité, j'étais avec des assassins, j'étais avec le grand banditisme, j'étais avec le petit délinquant, j'étais avec le businessman de la drogue qui est là de façon, qui fait son business de manière internationale. Moi, j'invite M. Attali à venir voir et à tous les députés et les sénateurs, parce qu'ils parlent beaucoup, parce que pendant que j'étais en cellule, il s'est passé plein d'actions, notamment avec Palmade et compagnie. On nous a montré les cellules VRP. Et moi, j'invite tous les députés, mais pas de venir faire le folklore comme l'ont fait les chiens de garde de Mélenchon, où ils sont venus dans les prisons faire les kékés. Moi, je leur dis, venez passer une semaine en prison. Une semaine. Vous demandez à être au milieu des détenus et à venir passer une semaine pour voir les véritables conditions. Et là, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un centre de vacances, même si vous avez la télévision et le frigo. Ah, effectivement, moi j'ai eu l'occasion, et je l'ai dit dans mon livre, Le journaliste à abattre. Toi aussi, tu es en train d'écrire un livre, du reste, tu vas nous en parler dans un instant, mais je raconte effectivement ces mois passés à la prison Bonne Nouvelle à Rouen, non pas en tant que détenu, mais en tant que journaliste auprès du SMPR, c'est le service médico-psychiatrique régional. Et c'est vrai que c'est une expérience qui m'avait tellement marqué, alors que je n'étais même pas détenu, que j'en suis ressorti avec un peu de déprime, je t'avouerai, parce que de voir ces conditions et au milieu desquels vivent ces détenus, c'est quand même absolument terrible. Alors effectivement, tu le disais quand même, je reviens là-dessus, mais il y a eu quand même 3 morts en quelques mois pendant que tu étais sur place. Oui, il y a eu 3 morts. Il y a un gars qui est aujourd'hui un légume parce qu'il s'est fait défoncer dans la promenade. Il y a eu un mort au couteau parce que c'était un couteau en céramique qui est rentré. Il y a eu un suicide. Et puis il y a eu, bien entendu, il y a un gars qui est 2 cellules après moi, s'est fait bouillanter à l'huile brûlante par son co-détenu. Voilà, donc tout ça, je veux dire, comment t'expliquer? C'est la société dans laquelle nous vivons. Il faut arrêter de se mettre des voiles, d'accord? Quand on te parle quand Macron nous explique qu'il y a un semblant de décivilisation, d'accord? Mais c'est pas la décivilisation, elle est voulue pourquoi? Parce qu'avant tout, il y a une déshumanisation. La civilisation, c'est quoi? Ce sont des hommes qui ont une âme, un esprit cultivé. Et donc, les générations qui nous ont suivis depuis des siècles ont travaillé pour que les générations qui arrivaient après elles aient un niveau supérieur et une qualité de vie supérieure. Aujourd'hui, c'est l'effondrement, on part en arrière. Il n'y a qu'à voir au niveau du bac, les bacheliers, c'est même pas le niveau du CAP que j'ai passé en 1983. D'accord? Voilà. Dans les cellules, c'est sûr qu'aujourd'hui, pour ne pas avoir son bac, il faut vraiment le vouloir. Alors, mais ce qui est très intéressant dans ce que tu nous as dit, c'est que tu as été accepté par les détenus qui connaissaient, partager en quelque sorte ton combat politique et qui partageaient ta foi également. Parce que les musulmans, j'imagine, et tu vas nous le confirmer, ont beaucoup plus de respect pour les croyants, un croyant que tu es, que pour ces espèces de laïcards qui veulent tuer aujourd'hui la foi. Tu le confirmes, ça? Mais je te le confirme à 300%. Et c'est pour ça que aujourd'hui, le monde musulman, que je respecte, mais qui n'est pour moi pas… j'ai eu de grandes discussions avec justement des intégristes. Je veux dire, pour moi, ça n'est pas la vérité. Mais je veux dire, ils m'ont dit à la fin, toi, on te respecte parce que tu es un homme de foi. Voilà. Donc, je ne me drogue pas, parce qu'eux ne se droguent pas. C'est celui qui se dit musulman et qui appelle Allah à longueur de journée, mais qui est plein de drogue et plein de chichons ou plein de coques, il n'est pas respecté non plus par le musulman pratiquant. Parce que pour eux, c'est un cancer. Et c'est un cancer général, mais qui est voulu. La drogue aujourd'hui, si on mettait les mêmes sommes d'argent que l'on injecte pour que nos armées aillent piller l'Afrique ou aillent combattre Poutine, et on le mettait à protéger notre société, je veux dire, il n'y a pas 1 kilo de drogue qui rentre en France. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la drogue, elle est voulue. Elle est voulue pour détruire notre jeunesse. Parce qu'à Sceaux, village de 1300 habitants, vous avez les mêmes problèmes qu'en ville. À Sceaux, je me suis battu, et le maire m'avait dit battu dans le sens où j'étais contre ça.
le maire socialo-progressiste m'avait dit, il faut que tu arrêtes de faire le shérif ici. Oui, bien sûr. Donc, je laisse 15, 16 jeunes dans ma rue, d'accord, à venir polluer, parce qu'à l'époque, j'avais mes 3 fils qui étaient jeunes et ma compagne avait 2 enfants. Donc, je laisse toute cette racaille venir pourrir ma rue. Pas question. Voilà. Donc, moi, la drogue, c'est zéro tolérance. Voilà. C'est vrai que c'est une économie pour les banlieues aujourd'hui et c'est vrai que ça permet à des hommes politiques d'acheter, en fait. C'est tout du folklore. Il faut arrêter de couper les banlieues. Le mal, il est partout. Le mal, il est partout parce qu'il est voulu. Ils veulent l'effondrement, les globalistes veulent l'effondrement de la société. Attali veut l'effondrement de la France et il le dit. La France n'est plus une nation. La France, c'est un territoire occupé, d'accord? Et à sa tête, nous n'avons plus un président de la République, nous avons un gouverneur d'un territoire occupé par les globalistes et ce gouverneur s'appelle Jacques Attali. Exactement. Il y a Klaus Schwab qui est le grand inspirateur qui est en Suisse. Et après, Attali, Alain Minc aussi, qu'on pourrait citer également. Et si on parle de Harari, le bras droit de Klaus Schwab. Harari, n'en parlons pas de ça. Qui lui veut retirer à l'homme son esprit et son âme surtout. C'est ce qui leur fait peur. Et son âme, parce que lorsqu'on a conscience que l'on a une âme, c'est qu'il y a une connexion avec Dieu. Il y a un rapprochement avec Dieu. Et donc, ils veulent nous enlever cette foi. Pour faire quoi? De simples morceaux de barbac numérotés. Suivez l'argent et vous trouverez par qui. Parce que Hitler, quand il est arrivé au pouvoir, il faut se rappeler quand même qu'en 14-18, l'Allemagne était ratatinée à plat. D'accord? Elle avait pour ordre et condition de ne jamais reconstruire d'armée. 20 ans après, Hitler avait la première armée du monde. D'accord? Donc, où il a pris l'argent pour financer la construction de ces chars et tout le reste, posez-vous les questions. On est en droit de se poser des questions. Ça fera l'objet d'une autre émission parce que là, le sujet est extrêmement sensible, comme tu peux l'imaginer. C'est regardé et c'est passé au crible. Donc, effectivement, le sujet mérite son importance et ce que tu dis, fondamentalement, doit être en partie vrai. En tout cas, je le cautionne en tant que journaliste. Cela dit, on ne peut pas l'évoquer de façon si sommaire et en le résumant ainsi, parce que sinon, ça risque, comme tu le sais, malheureusement, de créer des soubresauts assez énormes. Et il faudrait aujourd'hui s'en prémunir. Et je souhaite vraiment que toi, tu puisses t'en prémunir pour ne pas retourner. On ne peut pas me condamner 2 fois pour les mêmes choses. Donc, je dis tout simplement, je dis tout simplement que pourquoi j'ai été condamné. Donc, on ne va pas m'expliquer parce qu'au tribunal, je l'ai dit. Voilà. Donc, je dis aux gens, voilà pourquoi j'ai été condamné. Parce que malheureusement, personne ne le sait. J'ai été condamné pour révisionnisme. J'ai été condamné pour antisémitisme parce que j'explique que les sionistes détruisent le peuple juif, et je l'ai dit malheureusement à l'avocat du CRIF, parce que j'ai dit à vouloir faire l'amalgame, et c'est-à-dire à mélanger les sionistes avec le peuple juif, vous allez retourner à un moment donné, ça va péter, et les gens vont rien comprendre, et c'est tout le peuple juif qui va encore en prendre plein la gueule, alors que le peuple juif est un peuple martyr, on le sait. Voilà, donc il faut à un moment donné, quand vous avez des avocats comme ça qui viennent défendre et vous traitez d'antisémites alors que vous combattez simplement une vision politique, ce sont des félons. Voilà. Et donc j'ai été condamné aussi pour appel à soulèvement armé, parce que j'espère qu'un jour, c'est ma volonté, que les gens d'armes auront pris conscience qu'ils ne sont que les serpillères du régime politique, et lorsqu'ils tombent sous les balles ou en Afrique ou ailleurs, en soi-disant combattant les djihadistes, d'accord, musulmans, c'est faux, ils combattent des résistants qui sont là pour se lever, comme l'ont fait nos résistants 39-45 contre une force d'occupation. Voilà, tout simplement. Et donc, ces gens-là combattent, bien entendu, et ce sont des musulmans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ne peuvent pas changer et se mettre une croix pour combattre les armées. Voilà, tout simplement. Mais ça, malheureusement, ce discours ne passe pas. Comme tu le sais, là, j'ai fait sur TikTok, je faisais des vidéos tous les jours. Chaque vidéo était vue quasiment 1 million de fois, en tout cas autour de 800 000 fois la vidéo. Et ils m'ont tout sucré à cause de vidéos comme ça que j'ai pu faire, de tenir de tels propos sur l'Afrique.
sur la politique d'occupation de la France, qui a été absolument lamentable maintenant depuis quelques années, et qui a contribué justement à tous les soulèvements qui existent aujourd'hui et qui ne font que commencer. Mais ça, malheureusement, il ne faut pas le dire, et j'ai bien peur que cette vidéo soit sucrée aussi à cause de ça. Je reviens sur la prison, Christophe. C'est sûr que tu nous parlais beaucoup de la prière. Alors, il faut faire un distinguo chez toi entre tes croyances personnelles, Dieu, Jésus, Marie, et puis également, d'un autre côté, la religion en tant que dogme, le Vatican et tout ça. Hein. Ça, tu fais bien le distinguo entre les deux. La religion catholique est un mensonge. La religion catholique sert le pouvoir politique depuis 17 siècles. Voilà. C'est sûr que cela, quand je vais parler comme ça ne va pas faire plaisir aux royalistes, ça ne va pas faire plaisir aux catholiques. Voilà. Ouais. Les catholiques, la Bible, même la Bible a été écrite au 4e siècle, 5e siècle, transformée. Pourquoi? Pour servir le pouvoir politique. Les catholiques ont été royalistes au début. D'abord, ont soutenu l'Empire romain. Et je rappellerai que l'empereur Constantin, c'est lui qui a embrassé la vision chrétienne, l'a transformée en religion catholique. C'était quand ça? C'était au 3e siècle? 3e siècle, entre 300 et 400 ans. Il est devenu, même l'empereur est devenu le pape, d'accord? Il est souverain pontife, c'est pas rien quand même. Donc c'est comme si Macron aujourd'hui devenait pape. Voilà, tu imagines un peu le bordel. Voilà. Donc il s'est servi de ça parce que l'Empire romain s'effondrant, il a compris que cette vision chrétienne, la parole de Jésus, qui est amour, c'est la parole de Jésus, c'est amour. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les catholiques lorsqu'ils ont, au moment de l'Inquisition, brûlé d'autres chrétiens, et surtout au moment où on le sait, tout au long de l'histoire, ils ont appuyé l'Empire, ils ont appuyé aujourd'hui, pendant un certain temps, comment on appelle ça, la République, d'accord? Parce que les catholiques ont tendance un petit peu à louvoyer. Voilà. Donc, j'ai un peu de mal avec les catholiques. Je le confirme. J'ai fait une retraite, moi. Alors, elle n'était pas monacale, elle n'était pas en prison comme la tienne. Elle était à Paray-le-Monial. Pendant 6-7 jours, j'étais avec Natacha cet été. Et je peux te dire que c'est l'horreur sur place. Quand tu vois ces gens qui, aujourd'hui, se mettent à genoux devant le pape, bénissent le pape, le Vatican, sont tous picousés les uns après les autres. Je veux dire, moi, en tant que chrétien et militant pour la foi et m'investissant comme pas deux, comme tu le sais, j'ai dirigé une chaîne catholique. Je veux dire, je me retrouve pas dans mon église d'aujourd'hui, c'est clair, c'est très, très clair. Donc, tu commences un peu tu te rends compte, moi, j'ai écrit un bouquin qui, quand même, sur Amazon, et était dans les tout premiers en autobiographie, Le journaliste à abattre. Là-bas, il y avait tout un stand, il y avait 1000 bouquins, et le type n'a même pas voulu que mon bouquin soit exposé là-bas, parce que je m'en prenais au pape, et je m'en prenais à Macron, et je m'en prenais à je sais pas quoi. Donc, les catholiques aujourd'hui, c'est des couilles molles, des couilles molles. Voilà, il faut dire. Alors, ça n'a rien à voir avec la foi, ça n'a rien à voir avec l'Église, l'Église avec un grand E, ça n'a rien à voir avec le credo, ça n'a rien à voir avec Jésus, ça n'a rien à voir avec Dieu, je veux dire, qui sont au fond de nos cœurs et sans qui on ne pourrait pas vivre. Et tu ne serais pas, toi, Christophe, ce que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas Dieu dans ton cœur. Bien entendu, tu n'aurais pas réussi à tenir aussi bien si tu n'avais pas été habité par la vision du Christ. Bien entendu. Et ça, tu le sais, c'est pas dévoyer un secret que de le dire. Mais quand même, aujourd'hui, on peut s'en prendre effectivement à ces suiveurs catholiques qui mésestiment la puissance de frappe que constitue aujourd'hui toute cette gangrène liée à la globalisation et à la mondialisation et avec tout ce qu'il y a derrière. Bien sûr que la parole de Jésus est universelle. Mais le pape aujourd'hui, lorsque tu sais, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les catholiques, parce qu'ils devraient se révolter. Quand tu vois la misère qu'il y a dans le monde et que l'Église catholique est assise sur un empire immobilier et un empire certainement financier énorme, comment peut-on laisser crever la moitié de l'humanité? Je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Jésus, il n'a jamais ordonné la création d'une Église. Il n'a jamais ordonné la création d'une structure pyramidale avec un pape, des cardinaux, des évêques et compagnie. D'accord? Jésus, il a dit quoi? Le Père et moi ne faisons qu'un.
le Père en moi et moi dans le Père. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, et je l'ai dit à mes compagnons depuis toujours, j'ai dit, vous êtes chacun une parcelle de Dieu. Dieu n'est pas, il n'y a pas de hiérarchie entre Dieu et les hommes, puisque nous avons été créés à sa volonté. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils. Il nous partage. Donc il n'y a pas, Dieu est amour et tous les hommes retournent à Dieu, même les plus mauvais. Je t'ai expliqué tout à l'heure comment je voyais la construction d'un homme avec cette cloison intérieure, ce qui est le libre arbitre. C'est-à-dire, il faut imaginer que l'homme est constitué d'une grande pièce, d'accord, avec une seule fenêtre. Et au milieu, vous avez une cloison. Donc, il y a des hommes qui naissent avec la cloison. C'est les âmes fortes, les vieilles âmes ou les âmes nobles. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il y a une génération de gamins qui arrivent, qui sont envoyés, incarnés, et qui vont renverser la bête. Je vous le dis. Parce qu'à 5-6 ans, ils ont déjà un éveil extraordinaire. Donc, chaque individu a la capacité de déplacer la cloison. C'est le libre arbitre. Et le soir, on n'a pas besoin d'aller à la prière ou d'aller voir un curé, d'accord, pour raconter ce qu'on a fait, et surtout qui nous absout de tous nos péchés. Qui il est pour m'absoudre de tous mes péchés? Moi, ma conscience, le matin et le soir, je sais si j'ai mal agi ou bien agi. Et quand j'ai mal agi, le lendemain, je vais m'excuser. Voilà, c'est tout simple. Et donc, la cloison, eh bien, vous la déplacez. Il y a des gens qui la déplacent vers la lumière en vieillissant. Il y en a d'autres qui la déplacent vers la fenêtre et qui vont rendre la pièce toute noire. D'accord? C'est les gens que j'ai rencontrés en prison, les criminels, les assassins, les drogués, les vendeurs, tout ça. Cette cloison, pour eux, c'est la pièce noire. Par contre, c'est ce que j'ai découvert dans la prison et en parlant avec les détenus, c'est que même le criminel, là où il y a la fenêtre, la cloison est allumée. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit espace, toujours, où l'on peut franchir, où on peut aller toucher l'âme. Voilà. Et c'est avec la parole de Jésus, qui est une parole d'amour, que l'on va pouvoir amener ces individus à respecter le vivant et se tourner vers Dieu. Et surtout, se détourner de la bête. La bête, c'est le pouvoir politique qui aujourd'hui nous amène vers le transhumanisme, le pape qui est cette fausse religion, d'accord, qui est aussi animée et qui incarne la bête, parce que la bête, c'est pas un diable, hein. La bête, c'est ce que nous sommes en tant qu'hommes. Voilà. Et Dieu, c'est en nous, comme tu disais à un moment donné, rappelle toutes les âmes à lui. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas des gens qui vont brûler et compagnie. C'est faux tout ça. Voilà, ouais. Alors c'est vrai que l'enfer, on le vit vraiment sous une forme carcérale avec tout ce que tu as pu entendre, vivre sur place pendant ces quelques mois qui ont été quand même, j'imagine, extrêmement difficiles et compliqués, même si voulus, on l'aura compris à travers cette interview. Non, mais je ne peux pas te laisser dire ça. Je ne peux pas te laisser. Parce que moi, mon livre, je l'ai appelé La Traversée. D'accord? C'est-à-dire que lorsque je suis rentré en prison, j'étais sur une rive. J'ai plongé pendant 6 mois, mais j'étais préparé à plonger pendant 20 mois dans la fosse septique de la République. D'accord? Et je suis remonté bien avant, de l'autre rive, sur l'autre rive. Mais je n'ai pas souffert en prison. J'étais chauffé, nourri. Alors, je n'ai pas perdu 1 kilo. J'ai découvert, je me suis instruit, je me suis aussi construit par rapport aux individus. Donc, pour moi, ça n'est pas. Non, mais Christophe, excuse-moi, mais tu as quand même un caractère, je veux dire, et une force mentale exceptionnelle. Exceptionnelle. Je veux dire, qui pourrait tenir comme tu l'as fait? Qui pourrait tenir comme tu l'as fait? C'est simplement pas possible. Le commun des mortels qui nous regarde, moi-même, je veux dire, je ne serais pas capable de vivre ce que tu as pu vivre. Je veux dire, et le commun des mortels qui nous regarde se disent, en se projetant, en se disant, cellule d'à côté, un type se fait ébouillanter, l'autre dans la cour de récré, toi. Il se fait sodomiser, le troisième, il se fait racketter, le quatrième en face, je sais pas quoi. Toi, tu vis au milieu et tu dis non, je n'ai pas souffert. Parce que tu as une force mentale et tu t'évadais dans ta tête parce que tu as une conscience peut-être supérieure et tu es un être exceptionnel. Et c'est pour ça. Tu sais, je te l'ai dit, je sais pas, je te l'ai dit tout à l'heure, quand je suis parti de là, le dimanche matin, je suis allé en promenade pour dire au revoir à mes compagnons d'infortune. Et
il y en a un qui est venu à moi et il me dit, tu sais Christophe, on t'a observé, parce que les gens, c'est des observateurs, ils cherchent le point de faille pour venir justement t'attaquer. C'est parce que on est dans un milieu de fauves. Et donc, si tu es un agneau, tu te fais manger de suite. Et puis, ils vont chercher la faille. Ils n'en ont pas trouvé chez moi. Et il cherchait son mot. Il m'a dit, tu es un être trop pur. Tu es trop pur. Ouais. On peut pas. Tu as une pureté d'âme. Tu as une pureté d'âme parce que tu as déjà une âme. Et c'est vrai que cette pureté, on le sent, on le voit, et que effectivement, il y a des menaces de ta part. Mais on sait que tu n'es pas un violent et un dangereux. Tu es quelqu'un qui va aller au bout de ses idées et qui est prêt à sacrifier sa vie pour cela. Mais c'est pas pour autant que tu feras du mal à un innocent. Et sur place, dans les cours, lors des promenades, entre guillemets, tu as vu ce type d'individu qui, effectivement, en regardant certains animaux, certains pigeons et tout ça, avait plus de respect pour eux que pour les gens en règle générale. Tu peux nous expliquer ça? Moi, j'ai rencontré des criminels pour qui, mais j'avais une relation exceptionnelle, moi, avec ces gens-là, parce que c'est des gens aussi du terroir, de la terre. Et retirer la vie à un cochon, c'est plus compliqué pour eux, ou à un poulet, ou à un agneau, que la retirer à un homme, parce que c'est pour eux, la retirer à un homme, c'est un contrat, et donc je l'ai appelé Léon, moi. Voilà, c'est cet esprit-là. Et il faisait attention que les gens ne viennent pas déranger son pigeon quand il lui a envoyé les miettes, parce que en plus c'est une armoire à glace, il ne faut pas trop lui casser les couilles. Mais moi, c'est devenu... Et j'ai plus de respect pour lui pratiquement que pour Macron. Parce que lui, au moins, je sais que s'il veut me tuer, il va m'avertir avant, il va me dire, Christophe, je vais venir te tuer. Je ne pourrais rien faire contre. Mais par contre, Macron, les gens lui donnent le pouvoir de les tuer. Mais il ne va pas le faire ouvertement. Aujourd'hui, Macron, avec plein de choses, les gens s'éveillent, le comprennent, c'est, si tu veux, c'est le troupeau de moutons qui a peur du chien de berger et du loup. Par contre, il part en courant dans la bergerie parce qu'il croit qu'il va être protégé par celui qui lui donne à manger, mais au final, c'est le berger qui va l'égorger. Voilà, tout simplement. Alors, sur place, comment toi, tu as pu meubler ces très longues journées d'hiver et de printemps? C'est quoi, en fait, un emploi du temps sur place? Est-ce que tu peux concrètement nous en parler? Oui, ben là, au bout de 6 mois, si je ne peux pas te parler de la journée de 24 heures d'un détenu qui n'a accès ni à la bibliothèque, ni à la musculation, ni au terrain de sport. Pourquoi tu n'avais pas accès? Parce que la bibliothèque s'était remplie, donc il fallait attendre là le mois de septembre. On m'avait dit qu'au mois de septembre, il y aurait peut-être une place qui se libérerait. La salle de muscu, elle a fermé pendant des mois. Donc, tu imagines des gaillards, parce que généralement, c'est des gars qui ont entre 20, 30 ans, 40 ans. Donc, et puis, le seul moyen de vider les testostérones, c'est de le soulever de la fonte ou de faire des pompes ou de la course à pied. Donc, tu imagines que les mecs, quand ils arrivent dans la salle de sport, c'est indispensable pour eux. Voilà. Et donc, même ça leur est refusé. Il a fallu attendre et que ça commence à bouillir pour que la salle de musculation soit à nouveau ouverte. Et là, j'ai un profond respect pour les gardiens de prison qui, en grande majorité aujourd'hui, sont des surveillantes, d'accord? C'est des femmes dans ce monde de fous, hein, parce qu'il faut tenir, je les respecte profondément. Parce que j'ai jamais... Alors, simplement, ce que je voudrais leur dire ici, c'est bien sûr que ce sont des gens qui ont commis, qui sont à l'écart, mais par contre, respectez-les, et le premier respect, c'est de vous voyer. Voilà. Même quand moi, je me suis fait tutoyer par des jeunes demoiselles de 20 ans, ça m'a un peu gêné. Voilà. Donc, parce que j'ai quand même 57 ans et c'est une marque de respect. Et vous ne pouvez pas demander à des gens de se tenir droit, d'accord, de revenir dans la société sans marque de respect qui lui sont accordées. Et le respect, il passe par 4 mots magiques, chose qu'on m'a inculqué quand j'étais petit. C'est l'éducation, ça, c'est bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Les 4 mots magiques. Voilà. Donc ça, c'est le rôle des parents. Ce n'est pas le rôle de l'école. Et d'ailleurs, l'école, le nom est faux. Éducation nationale, c'est faux. L'éducation, elle est donnée par les parents, par le professeur de sport. Moi, j'ai été éduqué même par tous les gens de mon village, parce que nous, on ne faisait pas d'écart dans le village. On avait le gars avait le droit de nous filer un coup de pied au cul, je te garantis. Et le soir, quand on arrivait, si on se plaignait, on en prenait 2. Voilà. Par contre, l'école, elle est là pour apporter le savoir. Et dans l'école, il y a des maîtres et des maîtresses.
Et les maîtres et les maîtresses, on ne les tutoie pas. On les vouvoie et quand ils rentrent dans la classe, on se lève. Et on s'assoit quand ils nous donnent l'ordre de s'asseoir. Ouais. Et ça, effectivement, c'est plus du tout respecté comme aucune des valeurs traditionnelles qui étaient les nôtres. Et il y a une déperdition qui est considérable, qui est liée justement à cette modernisation. Maintenant, sur les autoroutes, on nous met accroche ta ceinture, sinon tu vas avoir ça. On te tutoie sur les autoroutes, là, avec ces Vinci autoroutes à la noix, là. Bon, revenons à ma question. Revenons à ma question d'origine. Là, comment on meuble son temps? Alors, c'est quoi l'emploi du temps? À 7 heures, à 7 heures, le gardien vient vous réveiller, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc là. Et après, alors, qu'est-ce qu'on fait pendant? Ben après, tu as ceux qui vont travailler. Moi, les deux compagnons que j'avais dans la cellule ils étaient au travail, donc ils partaient travailler à 7h30. Ils revenaient à 11h30. Ils faisaient quoi, par exemple, comme travail? On fait quoi? Ben là, c'est du travail, c'est de l'emballage, donc c'est de la mécanique. Je veux dire, ça ne fait pas travailler le cerveau. Hein, voilà. Au contraire, mais ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent et ça, ils sont payés combien de l'heure, par exemple? Tu sais où? Là, le maximum, c'est aux alentours de 400 € par mois. D'accord. Mais ça leur permet de cantiner. Voilà. D'accord. Et de payer les cigarettes à 10 € au lieu de 50. Voilà, puis après, il y en a qui ne fument pas, mais ça te permet aussi de cantiner, c'est-à-dire d'améliorer ta bouffe, de t'acheter une plaque chauffante, parce qu'il n'y a pas de plaque chauffante dans la cellule. Hein. Je veux dire, puisqu'on t'amène le repas, et après, donc tout ça, c'est pareil. Je veux dire, le café, tu le bois à l'eau chaude du robinet si elle est chaude. Voilà. Et donc, les gars, ils ont besoin de s'acheter comment tu appelles ça, des plaques de cuisson, tu vois. Voilà. Ouais, c'est ça. Les ventilateurs, par exemple, cet été, tu as vu les températures qu'il faisait. Dans la cellule, c'était l'enfer parce que tu es 3 dans la cellule. Je veux dire, c'est du béton. Vous imaginez 18 mètres carrés, 3 individus comme moi de 100 kilos à l'intérieur. Ça commence à bouillir. Donc, les ventilateurs, même quand tu cantines, tu le reçois peut-être. S'il y en a qui sont commandés, tu en reçois. Là, il y a eu des ruptures d'alimentation. Donc, il y a des gars qui n'ont jamais eu de ventilateur de tout l'été. Voilà. Et après, il n'y a pas de portable, hein, tu confirmes? Moi, en tout cas, toi, tu n'en avais pas parce que tu étais parti. Non, moi, je n'en avais pas parce que comme j'étais très surveillé par le régime politique, je n'ai pas voulu mettre en difficulté mes proches. Et d'ailleurs, parce que j'ai eu 2 visites, étant donné que Anne continuait à alimenter avec mes téléphones, avec les cartes Facebook, tout ça, ils ont cru que j'avais le téléphone en cellule. Donc, j'ai eu 2 visites pour voir si j'avais des téléphones. Mais le personnel administratif a été très sympathique à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Donc ensuite, il y en a qui partent travailler. Il y a le repas à midi. À 11h30, il y a le repas. Et ensuite, ils repartent travailler à 1h30. Ils retournent vers 4h30. Et ensuite, c'est enfermé. Et toi qui ne travaillais pas, alors qu'est-ce que tu faisais pendant moi, j'ai écrit mon livre les 3 premiers mois. Après, j'avais toute la correspondance que je recevais. J'ai répondu à chacun et chacune. Je les remercie d'ailleurs de toute leur attention. Je remercie toutes les personnes qui nous ont appuyés, qui ont participé aussi au quotidien, qui ont aidé financièrement. Je les remercie. J'ai des compagnons qui ont donné 150 € par mois. Et tout ça partait. Moi, j'avais à peu près 100 €. Ça m'a permis d'avoir 100 € par mois pour cantiner. Je veux dire, sans faire appel à ma famille. C'est mes compagnons du mouvement qui m'ont aidé à tenir en captivité, parce que c'est vrai aussi que quand tu peux t'acheter, je sais pas moi, des gâteaux, du thé, voilà, je veux dire, c'est agréable. Donc moi, j'ai écrit beaucoup, et puis je te l'ai dit, il y a le côté spirituel qui est très important, que j'ai découvert en prison, parce qu'il y a ce côté où la retraite, où qu'elle soit, je veux dire, tu peux faire une retraite dans la forêt, tu peux faire une retraite dans un temple comme tu l'as fait, dans un monastère ou autre. Moi, j'ai fait une retraite en prison. Et donc, le fait d'être entre 4 murs t'impose, et j'ai découvert une chose importante, c'est le sommeil paradoxal. Chose qui nous est retirée par la bête. Parce que la bête nous impose à aller travailler, à subir, avoir des difficultés de transport et compagnie. Et le sommeil paradoxal, c'est là, ce moment-là, où ton corps est reposé, mais où ton cerveau se remet à fonctionner. C'est quand? C'est les premières heures du sommeil, c'est ça? Non, c'est les heures où tu vas commencer à rêver.
Donc, D'accord. dans les premières heures du sommeil, tout s'arrête. Le cerveau, le corps, même le corps commence peut-être parfois à tourner à l'envers pour nettoyer un petit peu les organes. Ouais. Et il arrive le sommeil paradoxal. Et là, si tu es vraiment au début, tu fais des rêves, tout ça, mais au fur et à mesure que tu rentres, c'est une méditation. Et là, tu commences à rentrer en contact avec le créateur. Alors, bien sûr qu'il y en a qui vont se moquer de moi, qui vont rigoler, mais je les invite à arriver à cet état. À cet état, et croyez-moi que vous allez comprendre que Dieu existe. Alors, moi, je l'ai rencontré, Dieu, je te l'ai expliqué en parenthèse. Bah, à l'occasion d'un cauchemar paradoxal et en tout cas annonciateur en quelque sorte d'une tragédie. Hein. Tout à fait. Moi, j'ai rencontré Dieu en 1989. Il n'y avait pas très longtemps que j'avais quitté la maison puisque je travaillais et donc je m'étais pris un appartement. Et j'ai eu la vision qui m'a réveillé à 3 heures du matin de la voiture qu'avait mon frère. Un gros flash qui m'a réveillé à 3 heures du matin. Bon, je pensais que c'était quelque chose comme ça. Et puis à 7 heures du matin, il est arrivé qui a tapé à la porte de mon appartement. Quand j'ai ouvert, il y avait le maire et il y avait l'adjudant de gendarmerie, Jean-Noël Vastra. Le maire s'appelait Monsieur Cartous et qui m'ont annoncé le décès de mon frère. Donc c'était un rêve prémonitoire en quelque sorte. C'est pas un rêve. Ça s'est passé au moment où mon frère a perdu la vie. Donc je suis monté à la maison de mes parents. Le corps, la dépouille de mon frère est arrivée dans la journée. Et le lendemain, pendant que son enveloppe corporelle était en train de se décomposer, à pourrir, chose que je ne pouvais imaginer parce que nous avions 13 mois de différence. Vous étiez très proches, hein. Très proche. C'était mon frère, mon confident, mon ami. Voilà. Bon, tu ne peux pas l'accepter. C'est inacceptable. Ma mère a été beaucoup plus puissante et mon père aussi. Moi, tout s'effondrait autour de moi. Et c'est ce qui t'a forgé aussi peut-être à travers une expérience tragique. Oui, parce que dans la nuit, pas la première des nuits, la deuxième nuit qui a suivi, où j'étais dans un état, j'ai même pensé à partir aussi, tu vois, pour te dire. Il est venu me voir. Il est venu te voir, ouais, ça arrive. Et il m'a entouré d'amour. Et il m'a demandé. Tu te sens porté par lui aujourd'hui encore? Il est toujours à côté de moi. Et j'en parle souvent à mes fils. Et il m'a demandé de le libérer parce que là où il était, pour lui, c'était la lumière. C'est pour ça que l'enfer est sur terre. Et il a accompagné tous mes combats et il m'a même protégé parce que je sais qu'il y a eu des moments où il m'a protégé, où j'aurais pu mourir en voiture aussi parce que je m'étais endormi et autres, et il a été là, je le sais, j'en suis persuadé. C'est une sorte d'ange gardien pour toi dans le ciel aujourd'hui. Tout à fait. On peut dire ça comme ça. Tout à fait. Et c'est pour ça que la mort. Pierre Jovanovic, il aime beaucoup les anges gardiens. La mort ne me fait pas peur pour ça. Ah ouais. Bah c'est ça aussi, c'est ce que j'allais dire. Hein, c'est le lien est effectif. Ouais. C'est que quand tu as perdu ta moitié en quelque sorte et qu'elle est morte, en fait, tu te dis qu'est-ce que vaut la vie, et peut-être que tu as aussi envie d'aller les rejoindre. Donc tu es prêt à tout, même si je le redis parce que c'est très important, noté par les psychiatres, et vous l'aurez bien compris si vous regardez cette émission depuis le début, ton état psychologique et psychiatrique, en tous les cas, est absolument nickel. Ouais, non, mais je ne suis pas dans cet esprit-là de dire je vais au suicide. Non, pas du tout. Moi, il m'a appris à grandir. Et justement, je respecte la vie. Je respecte la vie parce qu'elle est offerte par Dieu. Voilà. Je veux dire, et justement, elle doit être respectée, mais il ne faut pas avoir peur de mourir
Et je comprends là l'étoffe des chevaliers, l'étoffe d'un gars comme Charette, dont j'ai vu le film à la télé, d'accord, où je veux dire, c'est un gars qu'on est venu chercher aussi et qui va aller jusqu'au bout à défendre. Exact. Je remercie monsieur De Villiers, qui a éclairé un pan de l'histoire de France, d'accord, ce massacre des Vendéens que la République nous cache. Voilà. Bah, en tout cas, on peut, d'un point de vue politique, être d'accord ou pas d'accord avec lui, avec De Villiers, mais il est clair qu'à la fois lui et puis son... De Villiers est un souverainiste. Et puis le général. Mais en tout cas, le général, je l'ai appelé lorsque j'étais gilet jaune. C'est ce qui m'a valu d'être, on va dire, mis au bûcher par toute l'extrême gauche qui a infiltré le mouvement des gilets jaunes. Donc, quand j'ai parlé du général De Villiers, un mec comme Cohn-Bendit dans les studios m'a expliqué qu'il est arrivé en me disant, mais moi, j'ai viré un général, tu ne vas pas nous en remettre un. Mais bien sûr, parce que c'est un général d'armée qui, lui, il combat pour la France. Et je te l'ai dit, les gens qui meurent aujourd'hui, les gendarmes, lorsqu'ils meurent et qu'ils sont honorés et que leurs noms sont marqués sur des monuments aux morts, il n'y a pas marqué mort pour la République. Mort pour la France. Mort pour la France. La République est un régime politique. À propos des gendarmes, les gendarmes, comme tu l'écris, avec ce jeu de mots sur gendarmes, derrière les gendarmes, il y a bien sûr, tu disais tout à l'heure, hein, les gardiens de prison, il y a les policiers, il y a les gendarmes. Donc ça, ces gens-là, aujourd'hui et au final, tu as quand même beaucoup de considération pour eux. Ça, il faut bien le dire. En revanche, et tu nous le diras aussi dans la deuxième partie de ton intervention, beaucoup moins pour les magistrats. Ils le savent, les gendarmes le savent. Et d'ailleurs, j'ai un capitaine de gendarmerie qui est venu me féliciter pour mon combat lors d'un transfert dans ma cellule. Il m'a remercié. Il est venu en me serrant la main. Il m'a dit, je viens rencontrer le résistant Christophe Chalençon. Je vous félicite, monsieur. Et surtout, faites attention. Votre combat est noble. Il est porté par beaucoup de gendarmes. Voilà. Mais donc, comment t'expliques, moi, je vois aussi avec les policiers, je veux dire, il y en a beaucoup qui me saluent et tout, mais comment tu expliques qu'en fait, ils ne se retournent pas aujourd'hui contre le pouvoir en place? Ils ne se retournent pas parce qu'ils n'ont pas encore compris. Pour eux, déjà, on les appelle, normalement, c'est la grande muette, ils ne doivent pas se manifester. Mais là, quand même, ça commence à bouger. C'est beau. J'étais joyeux en prison lorsque j'ai vu qu'à Marseille, ils se soulevaient parce que le président les a trahis. Et il y en a un qui fait aujourd'hui, qui veut essayer de les brosser dans le sens du poil parce qu'il sera certainement le candidat à l'élection présidentielle à venir. C'est leur ministre de l'Intérieur, Darmanin, le traître aux Républicains. Donc tous ces gens-là, ils doivent comprendre que ces politiques, ils se servent de la police et de la gendarmerie, de tous les gendarmes pour se protéger eux. Ils ne protègent en aucun cas la France. Ils ne protègent pas la France. Parce que la France est un territoire occupé. Donc, il faut comprendre que les gendarmes aujourd'hui, les gendarmes GENS, sont une milice républicaine. Exact. Voilà, il faut qu'ils se considèrent comme une milice républicaine, c'est-à-dire une milice du régime politique. D'accord ? En aucun cas, ils sont les serviteurs, chose qu'ils doivent être, de la France et du peuple. Et là, lorsqu'ils vont retrouver et que dans leur tête, ils vont accepter qu'ils ont été trahis, le régime tombera. Oui, parce qu'on ne peut pas laisser, ça t'en convient et grandement, qu'on ne peut pas laisser cette clique, cette caste au pouvoir plus longtemps aujourd'hui avec tous ces parlementaires véreux, ces journalistes, journalistes, ces médecins véreux, ces juristes qui sont complètement corrompus. Tous ces gens-là servent la bête. Ils servent la bête, c'est ça. Je le répète, la bête, ce n'est pas un monstre. La bête, c'est la face noire de chaque individu. Il protège la pédocriminalité, d'accord ? Il protège la destruction, il protège les violeurs, il protège les voleurs, parce que ces gens-là, justement, se servent de ce terreau, de cette puanteur, de ces vomissures pour asseoir leur pouvoir. D'accord ? Et le pouvoir, c'est quoi? C'est l'argent. Aujourd'hui, il y a deux maîtres, il y a deux dieux. Il y a deux dieux. Il y a le Dieu que nous respectons tous les deux, et il y a le Dieu argent dont la bête se sert pour avancer. Voilà. Donc l'argent,
Quand tu vois les émissions à la télé avec toute cette phrase, les footballeurs qui gagnent des sommes, mais c'est de la vomissure. Quand des gens se lèvent le matin pour aller travailler, font des heures de métro, laissent leurs enfants à la maison et gagnent 1200 euros. Et le mec qui tape dans un ballon, je veux dire, mais je sais, j'ai même peur d'annoncer les sommes qu'il gagne et qui sont mis en avant. On est à Rome. À Rome, avec les jeux, les gens sont dans ces jeux. Et donc, ils se détournent, ils se cachent, ils se voilent. Et les gilets jaunes, il ne fallait surtout pas les voir. Et encore moins, on va dire, la société intermédiaire entre les pauvres et les plus riches, c'est-à-dire un peu les gens, la classe sociale intermédiaire, parce que ceux-là ont tellement peur de perdre leur petite maison, leur confort, leur crédit, parce qu'ils ont les voitures, ils ont un crédit pour payer les vacances, ils ont un crédit pour payer l'éducation de leurs enfants. Et donc tout ça, ils ne peuvent pas bouger. C'est là que l'argent a tenu. Mais comment ils sont arrivés là? Ils ont trahi. Quand ils ont dégagé le général de Gaulle, la France ne devait 0 franc. 0 franc. Ah d'accord ouais. Lorsque Pompidou, Giscard d'Estaing ont pris les commandes de la France, la faillite a commencé. Pourquoi? Il y a déjà eu, parce que la France ne pouvait plus emprunter à la Banque de France, elle a emprunté à les banques privées. Et là, on a les Rothschild et compagnie qui qui continuent à s'engraisser sur le dos des Français. Donc, continuez à emprunter. Toujours les mêmes, et ce sont ceux dont tu parlais en début d'émission sur un autre sujet. Mais ça, on y reviendra une prochaine fois. Voilà. En tout cas, on est entouré de criminels, ça c'est bien, qui se manifestent sous toutes les formes possibles et inimaginables. Alors, c'est vrai que d'apparence, quand on les regarde comme ça, et quand on juge sur pièce, ils sont d'apparence beaucoup plus forts que nous. Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, comme tu viens de le dire. A priori, donc c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais au sortir de tout cela, c'est vrai que nous, on a une âme. Et l'âme, elle est plus forte que tout. Et quand on se promène en France, tu sais, moi, je ne sais pas si tu le sais, mais je sillonne vraiment le pays de tous les côtés. Et là, je sors d'une campagne de plusieurs mois où je dors chez l'habitant tous les jours, je change de lieu et tout ça. Donc, à la fois, c'est galvanisant, c'est absolument fabuleux, mais c'est assez éprouvant physiquement parce que c'est un challenge permanent. Mais en tout cas, on sent vivre dans ce terreau que l'on découvre aujourd'hui, on sent vivre une nouvelle résistance. Alors, il y a la résistance de ceux qui médiatiquement sont exposés, certains cons du reste qui prennent la parole publiquement, on ne sait même pas comment ils sont crédibilisés, mais ça, c'est effectivement l'opposition contrôlée. Et puis, il y a de l'autre, en sous-bassement, c'est-à-dire, sous les fondements, il y a aujourd'hui une trame de gens qui expriment à travers la solidarité, à travers la bienveillance, à travers toute une chaîne où les gens sont finalement extrêmement liés les uns aux autres, ils arrivent à créer un monde parallèle. Et ça, c'est absolument formidable. Et c'est ça la vraie résistance aujourd'hui qui est en train de naître. Mais ces gens-là, ils n'en parlent pas, ce sont des taiseux, parce qu'ils restent dans leur coin, ils font le job, et ils créent pour leurs enfants une autre vie et un monde meilleur. Et ça, je pense qu'on a beaucoup d'espérance là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Moins dans le côté médiatique des choses, parce que là, on sent que c'est verrouillé. Parce que ce sont des gens qui sont tournés vers la lumière. Exactement. Tu fais un blocos de béton avec des murs de 4 mètres de large tout noir. Tu fais un trou de 6 mm à l'intérieur avec une mèche de béton. Je veux dire, l'œil va être attiré par la lumière. Exact. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? La bête, qu'est-ce qu'elle veut? Le transhumanisme. Mais comment elle arrive au transhumanisme? Parce qu'elle empoisonne la population. Ils ont tué le paysan. En 14-18, ils ont tué des millions de paysans. D'accord? C'est voulu. La bête était déjà là. La finance était déjà là. Qui c'est qui a financé? Tous les pouvoirs politiques servent la finance. Tous autant qu'ils sont, de droite, de gauche. Même Mélenchon, il peut te dire, Marine Le Pen, ils seront asservis à la finance. Ah oui. Donc, la bête se sert de ces individus-là pour continuer à avancer. Et nous sommes arrivés à un croisement. C'est soit nous la renversons et nous la battons, et nous allons vers une société. Je te l'ai dit, j'ai expliqué tout à l'heure comment était constitué le peuple de Moïse après son arrivée en terre sacrée, d'accord, en terre d'Israël, composé de 12 tribus qui n'avaient pas de seigneur, pas de roi, pas de dominant. Il y avait des assemblées du peuple. Par contre, lorsqu'il y avait une guerre, où il y avait une famine, là émergeait sous chaque fois un individu ou un autre, et là, qui était un peu un guide
pour la collectivité. D'accord? Et donc, lorsque le mauvais était passé, mais c'est l'histoire, les gens peuvent se renseigner, les juifs peuvent se renseigner, les sionistes peuvent se renseigner, je dis la vérité. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Cet homme qu'ils appelaient le juge revenait dans le peuple. La période critique était passée, cet individu redevenait dans le peuple. D'accord? C'est facile de créer une société comme ça s'appelle l'anarchie. L'anarchie, c'est pas l'anarchie que veut Mélenchon, parce que l'anarchie, ce mot a été détourné. D'accord? L'anarchie, c'est qu'il n'y a aucune domination d'un homme par un autre homme. Ouais. Ouais, c'est un peu la vision de Rousseau, hein, si on va encore plus loin. De qui? De Rousseau? De Rousseau, c'est une vision rousseauiste de l'histoire, si tu veux. Mais toi, en gros, ton programme politique, c'est quoi? Tu veux un programme, donc on l'aura bien compris, issu du peuple. Tu veux continuer ce programme avec les Gilets jaunes et les citoyens, mais comment, par rapport à cette armada aujourd'hui de petits navires qui existent et de programmes, parce que chacun lance son propre groupe, si tu veux. Donc, il y a des sortes de petites flottilles. Alors, comment, pour reprendre ton expression, qui est la tienne et qui était absolument merveilleuse, je me souviens, comment créer ce fameux navire amiral? Qu'est-ce que tu préconises aujourd'hui, après tes quelques mois, peut-être sous les verrous, qui t'auront permis d'imaginer, en tout cas, au-delà du bouquin, mais les suites politiques à ton histoire? Moi, la vision politique que j'ai aujourd'hui, elle est la même que celle que j'avais il y a 5 ans. Donc, elle n'a pas changé. C'est seulement qu'il fallait patienter, que les éveillés et que les individus grandissent. Pourquoi? Parce qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on a eu? Moi, j'ai créé le mouvement du Vaucluse qui a été le plus puissant. Ouais. Pas de parti politique, pas de syndicat. Le combat, il est spirituel. D'accord? Quand on est arrivé en 2018, qu'est-ce qu'on a dit? Moi, je pensais que les politiques étaient déconnectés de la réalité. Donc, je me suis dit, on va les attraper par la chemise, par le col, et on va les descendre dans le peuple pour leur expliquer le prix déjà, parce que mon député, il ne savait pas le prix du gasoil, et puis il y en a d'autres, ils ne savaient même pas le prix du pain au chocolat. Ben oui, c'est tout gratuit pour eux. Donc, on a dit, on va les attraper par la chemise et on va les faire descendre dans la merde pour qu'ils comprennent la valeur. Bon, malheureusement, on a compris que ces gens-là étaient des félons, qui nous prenaient pour des cons. La seule chose qui les intéressait, c'était le pouvoir. Donc, on s'est dit, il faut les remplacer. Tu les remplaces comment? La seule chose, c'est que le pouvoir revienne au peuple. Et comment? En se dégageant de tous les partis politiques, parce que tous les partis politiques, il faut les descendre, il faut les éliminer. Ce sont les pouvoirs, les partis politiques sont antidémocratiques. Voilà. Les syndicats, ce sont des véreux. Quand tu entends la responsable de la CGT qui dit « Moi, je ne veux pas aller chez LCI parce que c'est une chaîne d'extrême droite », d'accord? Elle devrait se poser la question de combien il y a de gens qui crèvent la faim dans les entreprises et qui votent Marine Le Pen. D'accord? Ils sont plus nombreux. Les gens aujourd'hui, et la CGT, elle représente quoi? Pas grand-chose. Alors, je ne dis pas que c'est la solution, mais la solution, c'est celle que proposait Chalençon avec les assemblées citoyennes. Parce que dans la même pièce, on avait des mélenchonistes, on avait des gens de chez Le Pen, et on est arrivé à créer une force. Le problème, c'est que, bien entendu, dans la durée, ça s'est effrité parce qu'ils n'avaient pas la même conscience que moi et la même volonté. Et on a été infiltré par qui? Par l'extrême gauche, qui a demandé aux Gilets jaunes de sortir des ronds-points pour les amener dans la ville. Et là, bien sûr, avec les syndicats appuyés par la CGT et compagnie, eh bien, ils se sont fait démolir parce qu'ils sont de connivence avec le pouvoir politique. Ils se sont fait démolir, les gens se sont fait démolir à coups de LBT et compagnie. Jérôme Rodriguez a perdu un œil, d'autres se sont fait fracasser, ont perdu des mains. Donc, le pouvoir politique, soi-disant humaniste de M. Macron, d'accord, parce que l'événement de la bête allait arriver, soi-disant. Je lui confirme qu'il n'arrivera pas et que nous le vaincrons. Voilà, la bête, nous allons la saigner. Voilà. Mais de manière… Il y en a un autre qu'on avait reçu à l'époque, Walter Bouchna, qui était avec toi, qui était associé aussi avec toi sur les mouvements citoyens, je crois. Donc, il y a beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui, qui aimeraient reprendre le flambeau, qui aimeraient beaucoup d'opportunistes. Et qui aimeraient, bon, on n'est pas là pour, mais qui aimeraient peut-être aujourd'hui se fédérer derrière toi. Je pense que toi, tu as un rôle de leader. On le sent depuis le début de cette émission, là, déjà près d'1 heure d'émission, mais tu étais inspirant. Les gens ont envie de te suivre, Christophe, tu le sais. Tu as un pouvoir quand même très fort en termes de notoriété, en termes médiatiques. On a bloqué le Vaucluse du sud au nord.
45 minutes de blocage. Justement, donc tu sais ton pouvoir médiatique, ta force d'interaction. Donc il faut que tu en joues. Est-ce que toi tu es prêt malgré cette épreuve voulue? J'ai bien compris. Tu ne vas pas me reprendre là-dessus une nouvelle fois, mais malgré ce passage, je dirais, c'est cette traversée, pour employer le mot qui était le tien, malgré tout, tu penses aujourd'hui pouvoir fédérer beaucoup de monde et repartir de l'attaque. C'est ça ta volonté aujourd'hui? Si tu avais un rêve, ce serait quoi? Et pas paradoxal, mais si tu avais un rêve, ce serait quoi aujourd'hui? Mais moi, je n'ai pas de rêve, moi. Moi, je vis dans la réalité. Je ne suis pas un rêveur, moi. Moi, je suis un forgeron. Je ne rêve pas que le fer, il va se chauffer tout seul. Moi, je mets en condition que le métal monte en température et je sais le battre, je sais patienter. Ça fait 5 ans que je patiente. Et je l'ai dit à mes compagnons, parce qu'il y en a qui voudraient aller beaucoup plus vite. Il y en a qui voudraient… Non, j'ai patienté. Ça va monter. Les fers vont être bientôt chauds pour que nous les frappions et les faire les soudures. Et sur le navire amiral, aujourd'hui, j'ai séparé pendant ces 5 années le bon grain de l'ivraie et monteront dessus les vrais. Par contre, les traîtres, ceux qui refont le monde derrière une cuisine, d'accord, derrière leur cuisine, et que je les amène certainement simplement à faire une manifestation, parce que celui que tu viens de me citer, il n'a même pas été capable de descendre dans la rue, manifester au risque de se prendre une LBD dans la gueule. D'accord? Par contre, il y a des gilets jaunes aujourd'hui qui me critiquaient et qui sont prêts à me suivre. Ceux-là, pas me suivre, m'accompagner. Parce que moi, je suis dans le compagnonnage. D'accord? Moi, c'est des compagnons, et je le dis haut et fort, et je leur ai fait un serment. C'est que je ne les trahirai jamais. Et que celui qui est à côté de moi va protéger mon flanc comme moi, je protégerai le sien. Je ne suis pas devant. Maintenant, s'il faut aller devant, j'irai devant. S'il faut aller combattre la bête sur les plateaux de télévision, je te l'ai déjà dit, ils ne me font pas peur. J'avais souvent 5 ou 6 représentants de la bête, j'étais tout seul. Ils ne m'ont jamais fait trembler. Au contraire, quand j'arrivais, je sentais que je le voyais, parce que je te l'ai dit, je ressens l'humain. Je sentais la peur en eux, parce qu'ils savaient que mes mots étaient tranchants comme des lames et qu'ils ne me feraient pas reculer. Donc, je ne suis pas dans les palabres, moi je vais à l'essentiel. Voilà. Donc, j'ai prouvé, je pense, par mes actions depuis 5 ans, je n'ai jamais faibli, j'ai tout laissé tomber jusqu'à ma famille, d'accord, mon travail. Je ne suis pas un parasite de la société parce que malheureusement, je continue à travailler pour le pouvoir. Même, je leur ai dit, je travaille au black. Et ça a été un moment historique lorsque la procureuse de la République a fait à Valence en disant Monsieur Chalençon ne paye pas d'impôts. Bien sûr. Alors la juge, elle voyait que je commençais à bouillir. Elle m'a laissé un petit peu, sachant que en plus la salle 2 heures avant avait été évacuée et parce que la foule derrière qui était là pour être jugée, ne me connaissait pas, donc m'a applaudi fortement. Donc la salle a été évacuée. 2 heures après ou 1h30. C'est arrivé pendant ce temps les gendarmes avec les armes, tout ça, parce qu'ils ont dit ça y est, il nous met le feu au tribunal lui. Voilà, donc je suis resté calme. Au bout d'1h30, la présidente est rentrée. Gring, levez-vous, hein, monsieur Chanson, on peut recommencer. Oui. Donc la présidente, le bras armé du régime politique, est allé dire que je travaillais au noir et que je ne payais pas d'impôts. D'accord? Madame, monsieur Chanson, prenez la parole. Je suis d'accord, madame la présidente, que je ne paye pas d'impôts sur le revenu. D'accord? Mais combien de Français le payent? Pas beaucoup. Maintenant, vous savez, quand je suis venu au tribunal, c'est loin, c'est 140 km. D'accord? 140 km. J'ai fait le plein de ma voiture. Et là, de l'impôt, j'en ai pris plein. Payer la TVA. La TVA. La TVA. Et voilà. Tous les pauvres qui vont chercher un yaourt, d'accord, payent de la TVA. C'est l'impôt le plus pourri qu'il puisse y avoir. Voilà. Donc, je paye de la TVA. Donc, il n'y en a aucun qui me fait trembler. Personne. Même Édouard Philippe, je l'ai fait reculer. D'accord, quand je l'ai rencontré. Parce que je lui ai mis mon doigt comme ça sur le cœur. Je l'ai tenu par le bras. Et je lui ai dit, le jour où nous ferons la liaison entre le gilet jaune, le fer de lance et le bois, le peuple, vous, régime politique, vous tomberez. Parce que vous ne le servez pas. Bah écoute, en tout cas, c'était un superbe message d'espoir, d'espérance, je dirais même, que tu nous as livré ce soir. En tout cas, je te remercie infiniment du fond du cœur, Christophe, d'avoir réservé tes interviews, cette interview exclusive. Donc,
à moi et donc pour la Minute de Ricardo. Je salue à la fois ton équipe de ton côté et puis la mienne qui a réalisé cette émission et tous les gens qui sont derrière moi. Ils sont extrêmement nombreux parce que, comme vous le savez, on est bien sûr très, très suivi et c'est vrai qu'on a un nombre de gens considérables qui sont derrière nous, même si on a quelques énergumènes dont on connaît le profil et on sait par qui ils sont aujourd'hui parachutés dans les médias, quelques énergumènes qui cherchent à avoir notre peau et qui démultiplient donc les menaces en tout genre, jusqu'à des menaces de mort. Mais on les connaît, on les identifie. Mais on est protégé. On a peur de rien. Et je vais te dire un truc, je me refuse aucunement d'aller quoi que ce soit. Je vais sur le terrain systématiquement, même si ce type-là est toujours là et me prodigue publiquement des menaces qui sont à l'emporte-pièce, mais qui sont absolument, bien sûr, comme on le sait, sans fondement et sans lendemain. En tout cas, merci infiniment, Christophe, d'être venu. Prions pour tous, y compris pour ce genre d'énergumènes-là. Mais en tous les cas, réservons nos forces pour combattre ce gouvernement mondialiste, globaliste, qui aujourd'hui a malheureusement encore les cordes en main pour notre avenir et qui réserve le plus mal, je dirais, à notre descendance et à nos enfants. Et donc, pour cela, il faut vraiment aller jusqu'au bout de ce combat. Merci infiniment, Christophe, et on fera une autre émission dans les prochaines semaines. Merci à toi. Au revoir. Merci à tout le monde et merci à tous les combattants de la lumière. Allez, ciao Christophe, au revoir.